Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 102. Aujourd'hui donc j'ai un invité donc spécial qui va donc nous parler donc de ce qu'il fait à côté en fait de son activité de salarié. Donc il a une activité qu'il aime, qui le passionne, donc il n'a pas envie donc de quitter son boulot, même s'il aurait pu. Tu vas le voir, c'est vraiment quelqu'un qui sait faire de l'argent mais qui n'a pas envie de se prendre la tête. Donc on va parler de Side Hustle. Je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment être un freelance rentable? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément deux types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales, c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-henry.fr/freelance, donc thierry-henry.fr/freelance. Donc de retour, donc après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui j'ai Jean-Baptiste Vier. Donc si tu connais Internet, je pense que tu as dû tomber sur un de ses articles ou sur ses vidéos. Il est vraiment présent partout, donc il est plus dans la tech, dans les tutos. Mais même moi qui ne suis pas automatiquement dans le domaine, je l'ai connu il y a très longtemps par rapport à ça. Donc il a connu des beaux succès sur ses blogs, enfin sur son blog et sur donc, sa chaîne YouTube qui continue à grossir. Il a écrit aussi donc des livres. Donc on va parler beaucoup donc de Side Hustle, de comment toi tu peux, toi qui as envie de sortir de ton boulot, parce que lui il aime son boulot, c'est un peu différent. Mais toi qui n'aimes pas ton boulot et qui veut donc le soir et le week-end créer quelque chose, faire comme lui, mais après donc changer un peu la monétisation. Donc je te dis à tout de suite avec donc Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste, comment tu vas? Salut Thierry, très bien. Merci de m'inviter sur ton podcast. Merci à toi de venir, hein. On devait faire la vidéo, mais bon, je suis pas calé autant que toi sur YouTube. Comme je connais mon audience, je suis pas un grand YouTuber. Donc j'avais pas la lumière, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc bon, ça restera un podcast. Je vais commencer à me mettre aussi tout doucement à YouTube. Donc Ah, je vais acheter des LED pour le soir. ouais, voilà, pour Donc la lumière, important. voilà, Excellent c'est mieux. podcast. On va faire un excellent podcast. On va bien travailler la voix. Merci. Jean-Baptiste, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ont jamais vu tes vidéos, ce qui me paraît compliqué, mais bon. Donc, je te laisse te présenter, puis on va partir sur le side hustle, comment on peut garder son boulot quand on aime son boulot comme toi, et à côté avoir des Ouais, activités. Surtout que tu vas le dire pourquoi, tu as commencé en fin de compte sans penser à gagner de l'argent. exactement. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Vier. On me connaît sur le web avec le pseudo Janvier. Donc, c'est juste un jeu de mots pour que les gens se souviennent que mon nom, c'est Vier et pas Viette, hein, puisque on pourrait penser, voilà, avec le nom plutôt un Vietnamien qui se retrouve derrière la caméra. Et donc, je suis chef de projet web chez Orange, au portail orange.fr. Voilà, j'ai fait un peu tous les métiers chez Orange. Je suis rentré chargé d'études plutôt dans des activités de régie publicitaire. Je me suis occupé du moteur de recherche Orange, anciennement voilà.fr. Donc plutôt des postes marketing, on va dire. Et là récemment, depuis un an, j'ai migré dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, là où sont fabriqués les sites internet Orange. Donc j'ai plutôt un poste de chef de projet technique. Et à côté de ça, effectivement, depuis que je suis en activité, j'ai toujours eu l'envie en fait de créer des petits sites, des petits contenus sur Internet. Donc ça a commencé par un CV en ligne qui est devenu un blog. Alors toujours avec l'approche d'enseigner quelque chose aux gens, mais plus en lien avec ma passion qui sont les nouvelles technologies. Donc pas mal de tutoriels au format texte au départ. Et après, j'ai eu l'envie en fait de transformer ça plutôt à un contenu plus conséquent. Donc, je me suis mis à publier des livres en auto-édition et puis en édition traditionnelle avec un éditeur que tout le monde connaît dans la sphère du business et marketing qui est Erol. Et à l'occasion de ça, je me suis mis également à la vidéo, à YouTube. Donc, j'ai un petit peu en fait surfé sur les avancées technologiques, mais toujours autour du web et des nouvelles techno. Donc, tout ça, bien sûr, pour t'amuser. Donc, ça fait combien de temps que tu es chez Orange? Eh ben, ça fait depuis 2004, donc ça va faire bientôt 16 ans, tu vois. Parce que je me suis dit, quand tu as parlé de Et voilà, ça, moi, ça voilà. et Voilà, c'était pas Orange à l'époque. c'était France Alors, Télécom. l'entreprise était France Télécom, et moi je travaillais chez Wanadu, wanadu.fr, au Tout à portail fait. wanadu.fr. Tout à fait, ouais. C'était pour ceux qui ont mon âge, qui ont plus de 40 ans, ils doivent voir, ouais, c'est vieux tout ça. Parce que même voilà, quand tu as parlé de voilà, ça m'a fait rire. Ouais, t'as connu, C'est voilà, vieux. bah, ça fait plaisir.
Oui, bah, c'était fin d'année 99, enfin, fin d'année 90, début 2000. Et voilà, bah, quand tu voulais te connecter, il y avait voilà, Yahoo, tout ça, quoi. Exactement. Ouais. Et Donc, tu es un pionnier, t'es un pour moi, pionnier c'était du même pas web, voilà, toi. pour moi, c'était même pas Orange, pour moi, c'était Lycos, voilà, je crois que c'était ensemble. Et je pensais que c'était la même chose, Lirco ou Lyco, je sais pas quoi. Ah non, non, c'était un truc indépendant. Et donc, ce qui est marrant, pour reprendre là où j'ai migré dans le sud de la France, c'est Sophia Antipolis, c'est donc à Mougins, c'est là où ils ont construit le moteur de recherche voilà.fr, qui était au départ une boîte, une startup qui s'appelait Echo, qui a été rachetée par France Télécom. Et donc, je baigne maintenant un petit peu dans toute cette innovation et cet esprit startup en ayant rejoint en fait comment dire, les pionniers des portails orange.fr maintenant, quoi. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que donc le fait que tu aies créé un side hustle, un business à côté, même si c'était pas prévu, ça t'a aidé dans ton boulot? Est-ce que ça a été vu, parce que tu es quand même visible, même si je pense pas que les gens d'Orange, la direction perd son temps à regarder, mais bon, Ouais, les autres l'ont vu. Est-ce que ça t'a aidé dans ton boulot actuel? ouais, Ouais. totalement. Alors, je peux y aller de façon chronologique. Ne serait-ce qu'au départ, en fait, moi, quand j'ai démarré chez France Télécom à l'époque, j'étais en stage, donc j'ai enchaîné les stages. Puis j'ai eu un CDD, et donc c'était pas garanti que je reste, si tu veux, parce que c'est assez compliqué. À l'époque, c'était assez compliqué, ça l'est toujours aujourd'hui, d'être ce qu'on dit internalisé, en fait. Et le fait d'avoir un petit CV en ligne où je mettais mes compétences me permettait, en fait, de montrer ce que je savais faire. Et puis, donc je l'avais fait également dans l'optique, si jamais je n'étais pas reconduit chez France Télécom, de pouvoir continuer à bosser sur le web en montrant un peu ce que je savais faire. Donc là-dessus, ça m'a aidé, ouais, tout à fait. Ce qui m'a aidé aussi, c'est comme je travaillais sur le portail, donc Wanadoo, qui est devenu après en 2006 Orange.fr, sur des sujets plutôt en lien avec la régie publicitaire à l'époque qui s'appelait Orange Publicité. Donc moi j'étais là un petit peu à essayer de comprendre. Donc j'avais un poste de chargé d'études, j'aidais en fait les commerciaux à comprendre ce qui marchait sur Internet, et je donnais des orientations également aux responsables de chaînes de contenu. Donc, tu imagines quand tu vas sur Orange, tu as une page d'accueil qui est très fréquentée, mais les gens vont aussi consommer de l'actu, du sport, etc. Donc, tout ce background, en fait, cette connaissance que j'avais grâce à mon blog, notamment quand tu as un blog, en fait, ce qui est bien, tu vas mettre un petit tracker Google Analytics, tu vas voir ce que les gens font, tu vas voir que le trafic vient du moteur de recherche, et tu vas essayer de comprendre un peu comment optimiser tout ça. Et donc, toutes ces choses, en fait, que j'ai acquises par mon expérience personnelle, j'ai pu le mettre à profit en donnant des conseils à des chefs de produits qui s'occupaient des chaînes de contenu du portail Orange. Donc, comme quoi, il faut toujours apprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas, certains sont en général dans l'autre sens bloqués dans leur boulot. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils sortent de grandes études, entre parenthèses. Et donc, toi, le soir, en fin de compte, tu apprenais pour toi, parce que aussi tu aimais bien. Et en fin de compte, tu Ouais, reportais. Souvent, les gens font le contraire. Ils ont des compétences dans leur métier, ils les transfèrent ailleurs pour le soir et le week-end. Et toi, c'est le contraire. Tu apprenais des choses et tu les ramenais. Et eux, ils t'écoutaient normalement. Ils étaient plutôt rassurés, ou ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il connaît? alors, quand j'avais un blog, au départ, on s'est foutu un peu de ma gueule. Alors, c'était au départ, c'était Skyblog, Overblog. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'était peut-être pas aussi bien perçu qu'à l'époque. Mais en fait, ce qui a changé la donne, c'est quand les gens ont commencé à arriver sur mes tutos, naturellement, mes collègues, pour trouver des choses. Alors, les contenus qui se référençaient bien, c'était des choses un petit peu, on va dire borderline. Comment, par exemple, convertir une vidéo au format DivX. Alors, tu peux le faire naturellement, mais on peut penser qu'il y a des gens qui vont faire ça pour télécharger des films de façon illégale. J'avais un tuto qui expliquait comment regarder les vidéos ABC à l'époque. C'était réservé aux Américains, donc j'ai expliqué comment truquer son adresse IP. Et donc je voyais que tous mes collègues me disaient mais je suis déjà tombé sur ton contenu, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est devenu sérieux, et ils se sont dit Et mais comment tu fais? c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2006. Ah ouais, en plus, donc ça veut dire ce que je me disais, c'était de dire, bon, je sais que dans tous les cas, tu es fort, parce que sinon, je t'aurais pas invité. Donc, mais en 2006, il n'y avait personne, en fin de compte. Alors, quand tu faisais un article, mais quasiment, je dis pas que tu rankais facilement, mais Ah disons que ouais, c'était un peu différent que maintenant. Voilà. Donc, tu tout avais à aussi fait, tout cet à fait. avantage qu'il n'y avait personne et que tu étais plutôt De toute malin façon, d'aller. ouais, dans tout, hein, j'ai envie de dire, il y a toujours un Eldorado quand il n'y a personne. Il n'y a pas encore d'acteurs installés. Aujourd'hui, tu as t'as des pure players, des médias en ligne, etc., qui sont 100% dédiés à ça. Effectivement, quand tu as une industrie qui émerge, c'est toujours, il y a une prime aux premiers entrants, et ceux qui sont un petit peu en mode indépendant, qui ont compris un peu comment fonctionnait, là en l'occurrence, c'est l'algo de Google. Effectivement, les places sont plus faciles à prendre au départ, et c'est vrai que
j'ai pu profiter à cette époque-là de positionnement très simple, très facile sur des requêtes populaires sur Google. Et c'est à cause de toi, donc, on a mis le panda et tout ce qui arrive après. Alors, j'ai pas ce sentiment-là, mais Non, effectivement, je rigole. Panda a fait mal, hein, mais Et pas tout que ce qui pour est venu moi. après. Mais en fin de compte, donc, toi, en fin de compte, tu l'as bien dit, hein, tu aimes vraiment ce que tu fais. Et donc, Ouais. avec tout ça, tu as quand même peut-être monétisé un peu avec l'affiliation, peut-être AdSense Alors, et tout ah ça. ouais, alors 100% avec AdSense, je vais te dire. Donc l'optique, c'était de partager les tutos, etc. Après le CV en ligne, je me suis dit, le CV en ligne, c'était genre une page, je crois que le challenge, en fait, j'étais allé sur le site du zéro qui s'appelle Open Classroom maintenant. Je l'avais fait plus dans un challenge pour apprendre le PHP, le CSS, plutôt, tu vois, des langages web pour me perfectionner. Je me dis, ça pourrait me servir dans le boulot. Et le challenge, c'était d'arriver à faire mon CV en ligne. Après, comme je connaissais PHP, c'était pas trop compliqué d'installer un WordPress et de le personnaliser, le design, etc. Et à ce moment-là, quand tu as le WordPress, bah, il faut publier du contenu. Et quand j'ai vu que finalement, c'était pas, les gens venaient pas pour moi parce qu'ils s'en foutent, ils venaient pour mon contenu, que certains contenus avec les analytics marchaient mieux que d'autres, eh bien, je me suis mis à publier de plus en plus de contenu. Et j'ai vu, si tu veux, la courbe de croissance de l'audience progresser de façon exponentielle. Et j'étais pas du tout dans le schéma de mettre de la publicité au départ. Alors, j'avais peut-être testé, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête. Je pense que genre en 2007-2008, je sais pas, je devais être à 100 000, 200 000 visiteurs par mois, quelque chose comme ça. Et Ah au ouais. pic de l'audience de mon blog, je suis arrivé à 500 000 visiteurs par mois. Et donc, j'avais dû démarrer par l'affiliation. J'ai vu que ça rapportait pas grand-chose parce que c'était pas ciblé. Je me souviens, il y avait encore Pixmania. Je mettais juste des bannières Pixmania pour aller acheter sur le site, mais rien à voir avec ce dont je parlais, si tu veux. Et le jour où j'ai testé AdSense, donc la régie de Google, en fait, ça a augmenté de façon progressive par rapport à mon audience. Je devais gagner, alors si je me souviens bien des dates, début 2008, 50 euros par mois. Et fin 2008, en septembre, j'étais à 1300 euros par mois et ça augmentait crescendo. Donc vraiment en lien avec l'audience. Et dans cette mécanique-là, si tu veux, donc je l'avais pas du tout fait pour les revenus, pour l'argent, mais c'est devenu une espèce de jeu en fait. Tu te dis, Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand tu fais 1 300 € par mois et tu as autant de visites, d'abord c'est peu, hein, mais je pense que tu le sais, mais en même temps, tu t'en foutais, c'était pas le but. Mais quelqu'un qui écoute ça se dit qu'il est un peu infopreneur, un peu affilié comme moi, il se dit, mais waouh, il est dingue. Avec ça, en fin de compte, tu te fais un infoproduit ou tu te fais de l'affiliation avec un produit peut-être à récurrence, tu peux te faire 10, 15 000, même 20 000, même plus que ça. Mais bon, voilà. toi, Alors, c'était pas ton but et en fin de compte, tu n'avais non, peut-être voilà. pas, t'avais pas Et d'ailleurs là-dessus, enfin, j'ai quand même un état d'esprit où je me dis, alors je veux pas trop critiquer, mais comme j'ai un job à côté, si tu veux, j'ai pas de besoin de bosser. Je gagne ce qu'il faut à côté. Alors, avec mon job chez Orange. Et en même temps, quand je publie du contenu, j'ai pas envie de, comment dire, vendre un truc trop cher aux personnes qui me lisent. Et donc, la publicité, ça a été plutôt je l'ai vu de façon positive. Il y en a qui voient la publicité comme quelque chose de négatif en se disant c'est en train de me spammer, etc. Mais moi, je me dis ça permet d'offrir du contenu gratos et ça coûte pas cher à mon audience. Et en fait, dans tout ce que j'ai fait globalement, dans les revenus, quand on parle de side hustle, c'est essayer de faire en sorte que ce que propose ne soit pas cher. Pareil, quand j'ai publié des livres, mes e-books en auto-édition, c'est à moins de 5 euros, tu vois. Et j'ai même insisté auprès d'Erol, mon éditeur, pour qu'on reste sur ces tarifs-là. Quand j'ai publié mon premier livre avec eux, YouTuber, il est à moins de 5 euros. J'ai vraiment cette conscience-là, si tu veux, d'essayer d'apporter de la valeur pour pas cher aux gens. Et alors, tu vas me dire, tu aurais pu faire peut-être plus de 10 000 euros avec de l'affiliation avec certains produits, mais ça ne me correspond pas d'un point de vue Non, éthique. parce que oui, mais après, c'est aussi un mindset. Alors, toi, tu penses qu'automatiquement, si tu fais de l'argent ou si c'est mal, mais tu peux aussi vendre des produits qui sont pas chers. Mais je te rassure, c'est pas une critique et on n'est pas là Ouais, pour parler de ça, hein. C'est parce que après, c'est un choix. C'est plus pour comparer. C'est-à-dire que peut-être que toi, comme dès le départ, tu l'as dit, en plus, heureusement, on a commencé par ça, c'est que tu n'as pas l'esprit de te dire, ah, j'ai envie de quitter mon boulot, j'en ai marre, ouais, quitter la retraite. Toi, tu exactement. t'en fous. Donc, soit tu le fais pour le plaisir et tu l'assumes. Et donc, AdSense, même Ouais, si c'est vraiment le truc. En plus, c'est vraiment le truc passif, mais c'est le truc que tu ramènes le moins. C'est-à-dire que techniquement, tu donnes de l'argent à Google, mais c'est pas grave. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de donner de la valeur aux gens. exactement. Et puis voilà. Et après, mais ça ne veut pas dire que si tu donnes un produit qui est plus cher, et même dans l'affiliation, tu peux vendre un produit à. Moi, c'est ce que je dis à mon audience pour l'affiliation, parce que c'est ce que je fais moi. Ouais, Avec 30, 50 euros, ça vaut le coup. Et en général, s'ils le prennent, c'est qu'il y a de la valeur. Et en plus, en général, moi, ce que je propose, c'est ce que j'utilise. Tant qu'à faire, c'est mieux. ouais, Sinon, je ne vais ouais. pas avoir des problèmes. Et puis, tu n'as pas besoin.
n'as pas besoin de vendre des produits à 1 000 euros ou 2 000 euros. Parce que là, peut-être. Là, oui, je te confirme que les produits d'infoprenariat, ce n'était pas pour toi. Mais l'affiliation, tu aurais pu fermer. Mais après, je dis ça, je ne sais pas ce qui se vendait à l'époque. Parce qu'après, entre ce qu'il y a Ouais. maintenant et à l'époque, Alors, il y a eu des grands changements, on va dire. donc pour continuer l'histoire, en fait, je suis monté quand même jusqu'à 4 000 euros par mois de revenus. Donc, avec AdSense, d'ailleurs, ça a étonné beaucoup de gens. Avec ce modèle audience. Et tu as dû le déclarer ou pas? Ah ouais, j'ai dû le déclarer. Et en fait, j'ai commencé à le déclarer en 2008, dès que j'ai touché 1 300 euros au mois de septembre. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'était juste 3 mois avant que le statut d'auto-entrepreneur existe. Donc, j'ai fait ce qu'il faut niveau déclaration. Donc, j'ai créé, à l'époque, c'est micro-entreprise. Maintenant, ça se rappelle à nouveau une micro-entreprise. Le auto-entrepreneur a disparu. Et par contre, ce qui a merdé à l'époque, là j'en ai parlé assez souvent et on me connaît aussi pour ça, c'est que j'ai dépassé assez rapidement, mais j'ai envie de dire que ce serait plus possible aujourd'hui, hein, faut être honnête. Comme je disais, il y avait un Eldorado aujourd'hui, à l'époque, c'était très facile de se positionner sur du contenu de Media AdSense et d'avoir l'argent. Donc pendant de 2009 à 2009, 2010, 2011, j'ai gagné à peu près 50 000 euros de revenus AdSense par an sur ces 3 années. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, j'étais en micro-entrepreneur et le seuil à l'époque était de 32 900 euros de revenus annuels. Et si tu dépassais ce seuil-là, eh bien, normalement, tu étais éligible au régime réel avec de la compta et tout à faire. Et moi, ça me faisait un peu peur. Donc, je me suis dit, bon, je vais rester comme ça, on verra bien. Et je me suis fait contrôler genre 3 ans après, quoi. Sur les 3 dernières années, contrôle fiscal. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu peur. C'est un courrier que tu reçois, avis de vérification de comptabilité. Déjà, quand j'ai vu le terme comptabilité, parce que j'avais pris micro-entrepreneur pour pas justement éviter tout ça, je me suis dit comment je vais faire. Va falloir que je tienne, je retrouve toutes mes factures, tous les relevés d'AdSense. Et donc, j'ai fait ça et donc il y a une vérificatrice qui est venue me voir 3 fois à la maison et donc j'ai échappé au pire, on va dire. En fait, il y a quand même un truc avec AdSense que je ne connaissais pas à l'époque depuis 2010. Quand tu as des revenus qui viennent d'Irlande, en termes de comptabilité, faut déclarer au site des douanes une demande d'échange de services. Et ça, j'avais pas fait. Et ça te coûte rien, c'est juste du déclaratif pour que le fisc puisse contrôler les mouvements financiers au sein de l'Europe. Et rien que ça coûtait de mémoire 9 000 euros de pénalité sur un an. Je ne sais plus combien c'était, je ne fais plus le calcul, mais genre, un truc comme 700 ou 800 euros par mois d'omission, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça m'a fait peur. Et finalement, ça s'est arrangé. Ils sont quand même humains, le fisc. En échangeant, ils ont compris, oui, ça, vous ne pouviez pas le savoir. Et donc, juste le contrôle a considéré que j'étais de bonne foi et m'a fait payer ce que j'aurais dû payer au régime réel. Donc, ça m'a coûté bien sûr beaucoup plus cher parce qu'en micro-entreprise, tu as 25% de cotisation à payer et les impôts, en fait, c'est relativement ridicule parce que, je sais pas, ça devait être même pas 5% de plus, quoi, tu vois. Et quand tu passes au régime réel, il faut calculer donc le chiffre d'affaires et les dépenses. Et moi, dans mon statut, avec mon site internet, j'avais quasiment pas de dépenses. Donc, tu vois, j'avais pas de charges qui pouvaient faire avoir un bénéfice et payer le moins d'impôts possible. Pourquoi? C'est pour ça que j'aime pas la micro-entreprise, je préfère la SASU, mais bon, parenthèse. Ouais. Donc, je me suis fait allumer 17 000 euros à payer, mais j'en avais gagné, si tu fais le décompte, 150 000 euros sur 3 ans. Ce qui est juste un peu violent, c'est qu'il a fallu les payer d'un coup. Mais heureusement. Ah ouais, tu avais tout dépensé. En fait, j'avais l'argent, ça m'avait permis de voiture. m'acheter mon appart. Ah non, moi je ne crame pas l'argent. Hein. Je suis bon père de famille. Moi, c'était pour acheter un appartement, pour effectivement pas. Puis j'ai pas le permis de toute façon, pour pas perdre l'argent, pour pas avoir un loyer à payer tous les mois, quoi. D'accord. Ouais, donc tu as eu une bonne période entre 2008 et 2009. Après, donc. Jusqu'en 2012, ça a été confort jusqu'à ce que le fisc me tombe dessus. Ah. Et après, tu as parlé de Panda. Panda est arrivé, je crois que c'était fin 2011. Mais tu as eu 2 trucs, je crois que tu as eu 2008 et 2012, je crois, ou 2011. Tu as eu Panda et tu as eu. Je dis pas Gorille, non, je dis une bêtise, mais il y a 2 trucs qui sont arrivés, je crois, un en 2008 et un en 2012, 2011, je crois. Ouais, il y a eu Panda et Pingouin. Et voilà. Deux bestiaux. Alors moi, c'est Panda plutôt. Pingouin, j'ai jamais fait. Pingouin, c'est les liens, c'est les backlinks. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc j'avais des liens naturels vers mon blog, souvent partagés sur des forums, parce que effectivement c'est des tutos, donc ça
ça se partageait naturellement. Par contre, le contenu donc était parfois qualitatif, parfois l'était pas. Donc j'ai fait des petites choses qu'on faisait beaucoup au début du web. C'était des annuaires on va dire, de logiciels, comme j'étais un site high-tech. Je D'accord. référençais des logiciels, je référençais également des sites, je les mettais en avant. Alors c'était un petit, on va dire, un gros hack à l'époque. Comme les gens cherchaient ces logiciels ou ces sites internet et que les gens derrière, qui étaient à la tête de ces logiciels ou de ces sites internet, n'étaient pas bons au SEO, tu prenais leur position, quoi, en gros, tu vois. Et donc j'ai Donc eu quand c'est du même, gros hack ou du black hat? ça peut être considéré comme du black hat, ça. Hein. D'accord. Non, parce que c'est vrai que je sais que souvent les gens aiment bien employer le mot gros hack pour dire black hat, mais bon, c'est pareil. Après, je faisais ce que faisaient les autres, hein, des gros sites, je sais pas, comme 01net, comment ça marche. Ils avaient une Logitech de logiciels également. D'autres gros sites avaient un peu des annuaires de sites. Ça se faisait beaucoup. Il n'y avait pas trop de problème. Effectivement, ou un comparateur qui, pareil, référence des produits qui sont populaires, si tu veux, c'était pas sanctionné. Et c'est ce qu'a sanctionné Panda, le fait que tu n'aies pas du contenu original. Parce que pour l'internaute, c'est vrai, c'est déceptif, quoi. Si tu veux aller sur tel site, tu veux le vrai site, tu veux le site officiel. Si tu veux acheter tel produit, tu vas pouvoir préférer aller l'acheter directement chez le marchand que chez le comparateur, quoi. D'accord. Donc là, 2012, donc tu as un peu de base de trafic, on va dire. Ouais. Et donc, tu n'avais qu'un seul site ou tu avais d'autres petits mini-sites à côté? Des Non, blogs? j'avais qu'un site principal, janvier.info, Mhm. avec un positionnement, le guide high-tech pour toute la famille, avec des tutos et un peu d'actualité en lien avec ce qui se passait sur la blogosphère. Il faut imaginer que il y a eu tout un écosystème autour du blogging à l'époque. Je sais pas, il y avait des grands noms là, des entrepreneurs, notamment Loïc Lemer, etc. Donc on s'en servait aussi de son blog pour partager des news par rapport à, je sais pas, des nouveaux services. On parlait beaucoup de Web 2.0, donc sur mon blog je traitais un peu de nouveaux services innovants qui arrivaient. Alors je sais pas, on a entendu parler de NetVibes qui proposait une page d'accueil personnalisée. C'était le début de la vidéo aussi, Dailymotion avant YouTube, etc. Donc il y avait toute une myriade de sites que je parlais. Donc voilà, j'avais que ce site-là. Et en fait, j'en ai créé un deuxième, plus pour amorcer la suite. C'est-à-dire, comme j'ai vu mon audience divisée par deux, mes revenus divisés par deux, je me suis dit, et que j'ai eu le contrôle fiscal, il faudrait que je raconte un peu ça, l'aventure du blogging, les hauts et les bas. Et j'ai monté un site qui s'appelle blogbuster.fr et qui a donné lieu également à un livre. En fait, l'objectif, c'était de me dire, je vais me motiver à raconter mon histoire sur un blog, comme j'avais l'habitude. Et à la fin, je l'auto-publierai, quoi. Je l'auto-éditerai en passant directement par Amazon. Et Donc là, juste voilà. pour faire un petit point, parce que je le dis souvent et c'est important, toi, ce que tu as fait et ce que les gens devraient se dire, ceux qui écoutent, c'est de faire ce qu'on appelle de documenter ta journée. Parce que tu as eu une expérience, tu as eu des Oui, choses qui t'ont exactement. arrivé, donc tu crées un blog ou tu crées une chaîne YouTube et tu documentes ce que tu fais. Souvent, tu n'es pas un expert, des fois tu l'es. Même quand tu ne l'es pas, tu le dis ouvertement et tu dis, voilà, il m'est arrivé ça, et ça. Tu ne sais pas si ça va plaire à quelqu'un, mais souvent ça va plaire à 5000, 10 000 et tu ne sais même pas. Donc il faut Ah, essayer, mais, ça ne ouais, coûte rien. exactement. Et ça, ce que tu dis là, documenter, alors enfin, je le verbalise pas forcément comme ça, mais étant donné que moi j'ai une activité pro et une activité perso, l'activité perso va plutôt se faire le week-end. Eh bien, si je dois raconter quelque chose, c'est plutôt quelque chose que je vis au quotidien, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de raconter mes aventures. Et donc d'essayer d'en faire un contenu pratique pour les gens qui va aider les gens. Et je me dis souvent, si moi j'ai galéré, les autres vont galérer aussi, alors je vais les aider. Et donc il y a des trucs qui intéressent plus de gens, d'autres moins, mais je fais quand même à chaque fois, je vais regarder les tendances sur Google, à Google Trends, m'assurer que ce que je vais publier, ça intéresse suffisamment de monde, puisque derrière, même si je ne vis pas de la publicité, mais c'est toujours bien d'avoir, je sais pas, 1500 euros par mois. Donc, j'ai toujours une approche, comme j'avais au départ, de me dire, je vais faire quelque chose qui me plaît, mais donc qui est en lien avec ma vie, mais qui en même temps peut intéresser les gens. Parce que si tu lis un contenu et qu'il n'y a personne qui va dessus, ça t'aura pris du temps. Et comme moi, je me rémunère qu'avec la publicité, ça serait un peu con, quoi. Surtout en plus que tu vas être indirectement, c'est moi ce qui m'arrive, c'est de pénaliser parce que si à un moment tu as trop de pages qui font zéro, Google le voit aussi, il va se dire il a plein de pages qui ne servent à rien, donc il vaut mieux les entre Ouais, parenthèses. c'est les pages zombies Voilà, je suis pas un théorisées expert. par Olivier Dufay du site Webrock Info. C'est les pages Voilà. zombies, ça, ouais.
Donc moi, je suis pas un expert, même moi, j'ai même du mal à le faire parce que j'ai perdu mon temps à l'écrire, donc il faut que je le fasse. Mais je connais l'info, mais je l'ai toujours pas fait. Mais Oui, là, bientôt, j'embauche une personne qui va tout virer parce que j'en ai marre aussi. J'ai un blog qui est trop lourd, il y a plein de trucs qui sont plus vus, plus lus, donc ça n'a pas de sens. mm, Mais ce qui est bien par rapport à ce qu'on disait, moi, comment je l'appelle documenter ta journée, c'est que souvent, en plus, quand tu fais un truc que tu fais naturellement tous les jours, ben, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort de recherche. exactement, ouais. C'est des trucs qui sortent naturellement, donc tu gagnes du temps parce que comme tu as déjà une activité qui prend du temps, Exactement, ouais. aller faire des choses le soir, le week-end et faire des recherches et faire des trucs techniques, c'est un peu chiant. Donc là, c'est un peu Ouais, plus simple. Comment tu gères ça, toi, aussi avec la famille? Parce que je crois que tu as des enfants. ouais. Comment tu gères ça avec le couple et tout ça? Alors, on va dire jusqu'à l'aventure du blogging où je gagnais des 100 et des 1000, beaucoup d'argent. C'est vrai que j'avais pas encore les enfants jusqu'en 2012. Alors j'avais ma fille qui avait 2 ans, non, un an. Donc ouais, j'étais à fond. On va dire j'étais à fond. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais il y avait aussi ce que je te disais, c'est un peu l'Eldorado, le début du web. Donc quand je dis j'étais à fond, je pense que je travaillais 30 heures à côté, les week-ends à donf, le soir, etc. Parce que derrière, je gagnais plus que mon job au départ junior chez Orange, quoi, avec ça. Donc, après, donc, j'ai relativisé. Comme j'ai vu la baisse, je me suis dit, il ne faut pas que je passe autant de temps là-dessus parce que c'est plus suffisamment rentable. Donc, j'ai optimisé. Maintenant, c'est plutôt le week-end que je bosse dessus. Pendant longtemps, j'ai continué à faire du blogging et de la vidéo. Et maintenant, je fais quasiment plus d'articles de blog. Je me concentre vraiment sur la vidéo. Ça va me prendre, on va dire, une dizaine d'heures. Donc, j'essaye de faire ça toutes les semaines, donc d'avoir un rendez-vous, un rythme. Et en gros, toute la semaine, par rapport à une problématique du moment, je sais pas, je vais t'amener à écrire un peu ce que je vais raconter. Je vais structurer mon histoire. Donc, je sais pas, je réfléchis de temps en temps. Alors, peut-être pas forcément tous les jours. Et en fait, le samedi, grosso modo, je me mets à tourner, je fais le montage. Et donc, on va dire que ma journée de travail, c'est le samedi pour mes activités perso. Le dimanche, je publie la vidéo. Je regarde un peu comment ça se passe. Mais en général, si je fais ça, si je publie dimanche matin à 10h, c'est pour être passé toute la journée avec ma famille. Donc, avec ma femme, avec mes 2 enfants. Surtout que quand tu publies, c'est automatisé, logiquement. Ouais, tout à fait. Ouais, je le programme et c'est après effectivement, j'ai Donc pas là, être tu là à as appuyer une sur le vidéo bouton. par semaine, c'est ça? Voilà, exactement. C'est le Alors, dimanche à 10h. ouais, dimanche à 10h, donc plutôt un tuto tech, voire en lien avec ce que je fais sur YouTube, parce que comme j'ai écrit du contenu sur la vidéo, sur le marketing vidéo sur YouTube, je sais que j'ai aussi une communauté qui est friande de savoir comment mieux faire sur YouTube. Et donc, de temps en temps, j'essaye de varier. En fait, si je fais des tutos tech, je sais que sur le long terme, ça va mieux marcher. Ça va pas marcher tout de suite quand j'ai publié la vidéo, mais avec le SEO, avec les recherches, les gens se posent tous des questions sur YouTube, comment faire, ça va forcément mieux marcher sur le long terme. Par contre, si je veux fidéliser ma communauté, derrière, on m'attend à ce que je leur donne quelques petits conseils de visibilité sur YouTube. Donc, j'essaye de varier les plaisirs comme ça. Comme ça, ma base d'abonnés augmente. Et quand je publie des tutos tech, c'est plutôt mon nombre de vues qui augmente sur le long terme et qui permet de me rémunérer parce qu'aujourd'hui, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte sur une chaîne YouTube. C'est vraiment ta capacité à faire des vues parce que derrière, c'est ce qui va te rémunérer avec la publicité toujours à AdSense. Et, euh, et en fait, ouais, il faut en faire beaucoup des vues, hein. Mais en fin de compte, pour revenir un peu sur la monétisation, je vais t'embêter avec ça. Ouais, Donc sur YouTube, tu as fait un peu le même modèle que sur le blog, tu es resté sur AdSense, donc ouais. Google, et tu n'as pas fait d'affiliation. Tu fais Je jamais fais de de produits. l'affiliation avec Amazon, si, si. D'accord. Et ça marche très bien. Je vois un peu sur ce qui se vend, sur les accessoires, donc du contenu pour aider les jeunes youtubeurs. Quand je parle d'un micro-cravate, notamment il y en a un à Boya à 20 euros qui est pas cher, il va bien se vendre, les lumières, etc., ce qu'on parlait au début, une caméra, parce que les gens ne savent pas forcément quoi acheter. Et comme on se le disait ensemble, tu le disais là, moi c'est un produit que j'utilise, c'est le cas. Mais comme Donc tous les deux actuellement, on utilise le Blue Yeti, ben, c'est plus simple de dire que ça marche. Enfin, même si moi, je suis pas totalement content, mais c'est mieux que zéro. Ouais. Parce que je suis un Alors, peu haut de gamme et je suis podcasteur, donc je sais qu'il y a des micros qui ouais, sont à 300, 400, mais ça, je les ai pas encore, donc j'en parle pas. Mais celui-là, j'en parle parce que je l'utilise et plus les gens l'utilisent, ouais. voilà. Et moi, j'ai même pas eu à l'acheter, on me l'a offert pour un test, tu vois. Ah, ben, tu vois, voilà. Ah, mais tu l'as essayé, tu l'utilises toujours. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Donc j'utilise. tu peux en parler bien, en bien, on va dire.
Ouais, mais bien sûr, ouais. Donc je pourrais effectivement le recommander. Mais quand j'ai fait le test produit, j'ai été assez objectif parce que je le trouve quand même un peu cher. Tu vois, même ça, tu vois, j'ai cet effort-là de me dire, moi, je me serais pas pris si j'avais dû le payer. Mais il a baissé, heureusement, parce que moi, Il a j'ai payé un baissé, peu ouais. plus cher et comme par hasard, quand, un mois ou 2 mois après, il est passé à 120. Je crois que maintenant, il est à 100 peut-être. Mais Ouais. c'est vrai que tu peux avoir d'autres micros aussi bien, un peu moins chers à 50-60 euros. Ouais, à 50 euros, il y en avait un très bien que j'avais, qui avait un son correct. J'ai plus le nom en tête, mais effectivement, Bon, donc tu vois, j'ai. on a un peu digressé, on passe à autre chose. Ouais, pardon. Donc, pour revenir sur YouTube, donc, bon, toi, maintenant, tu fais plutôt AdSense et Amazon. Ouais, Est-ce que dernièrement, non, parce que moi, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais c'est marrant, parce que moi, je déconseille en général Amazon et AdSense, mais ouais, c'est logique, hein, parce que c'est plus, c'est vrai que en termes de passivité, c'est bien, parce que tu n'as rien à faire, tu mets le lien et c'est fini, exactement. et c'est pas le plus rémunérateur. Et il y a d'autres trucs qui peuvent intéresser aussi ton audience, hein. Mais t'as pas été blessé dernièrement par Amazon? Je crois que c'est pas encore venu en France, parce qu'aux États-Unis, ils sont passés à 3% en moyenne générale. Ça veut dire qu'en moyenne, sur Amazon, tu es entre 4 et 12%, ça dépend du produit. Et Ouais. alors, je sais pas si je crois que c'est pas en France encore, mais aux États-Unis, il y a 3 mois, ils ont fait l'annonce. J'ai même fait une vidéo dessus où ils disent voilà, que bah, Amazon coupe un peu l'affiliation et la moyenne des commissions sont de 3%. Alors, c'est pas un gros pendant de mes revenus. Alors, je vais être transparent, hein. Je vais te dire exactement combien je gagne. Il y a aussi les livres, hein, que je vends des livres aussi. Donc, en édition traditionnelle, en auto-édition. Donc, aujourd'hui, AdSense me rapporte, on va dire, entre 800 et 1200 euros par mois encore, malgré D'accord? tout. Alors, grosse composante maintenant sur YouTube. Alors, c'était encore plus vrai pendant le confinement, hein, ça a explosé. Audience multipliée par deux. Donc, j'étais à 800 euros pendant le confinement. Là, c'est redescendu à. Attends, je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était monté à 800 euros. Je suis redescendu à 500 euros. Sur mon blog, donc, faut imaginer à l'époque, j'étais à 4000 euros par mois. Maintenant, je suis plutôt à 300 euros par mois, mais je fais plus rien sur mon blog. Voilà. Et donc, il y a l'affiliation Amazon, c'est une centaine d'euros par mois, 150 euros. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Moi, j'utilise plutôt Amazon, c'est de l'argent de poche pour me faire plaisir, pour acheter des objets tech, pour acheter des livres. Je paye plus mes livres avec ça. Donc, tu vois, je le vois un peu comme ça. Ou pour faire des cadeaux à ma famille aussi. Souvent, ma femme vient me voir, ouais, on a des cadeaux offerts, bah, vas-y, file-moi tes bons d'achat Amazon, quoi. Tu vois, je me rémunère avec des bons d'achat Amazon. Et les livres, alors, par rapport à l'effort consenti, le travail que ça nécessite, c'est pas extrêmement rémunérateur. Sur mon livre YouTuber, j'ai dû gagner pendant les 2 premières années 3000 euros par an, tu vois. Un livre, ça n'a jamais été rémunérateur, c'est plus pour l'audience et pour le côté auteur. Ouais, Et en plus, toi, ouais, tu as mis à 5 euros, donc toi-même, tu as dit que tu voulais pas, donc c'est aussi pour ça. exactement, voilà. Non, mais tout ça mis bout à bout, en gros, tu vois, j'arrive à faire, je sais pas, 1200, 1300 euros par mois. Et comme j'ai un job à côté, si tu veux, c'est sympa, quoi. C'est Ouais, c'est ce sympa. qu'on appelle du side hustle, c'est pour ça que je t'ai invité, Voilà, parce que c'est vraiment, même exactement. si ceux qui sont à fond d'inflation, qui me suivent et qui suivent d'autres vont dire, mais c'est dommage, mais bon, dès le départ, tu dis que tu n'as pas envie de t'arrêter de travailler, ça c'est un truc pour t'amuser. Ouais, Mais avec tout ce que tu as et ton audience, surtout que tes deux plus grosses vidéos font quand même plus de 500 000 vues, et après le reste, quand ça descend, ça 300 000. Donc, si tu avais envie de monétiser, tu as envie de faire plus, tu pourrais faire. Mais bon, après, c'est chacun voit à midi à sa porte. C'est plutôt pour, enfin, je ne crois pas que c'est ça l'expression, mais bon, vous m'avez compris. Chacun fait ce qu'il veut, donc c'est juste pour voir voilà, il est possible de faire une activité, un travail qu'on aime. exactement. Pour ceux qui n'aiment pas, on comprend qu'ils vont tout faire pour essayer de sortir de leur emploi, donc ils vont tenter de monétiser une façon plus intéressante. Mais toi, tu le fais du côté side hustle, passif, même Ouais, s'il y a du boulot. Hein. C'est pas, c'est pas qu'il n'y a pas de boulot, mais tu ne travailles pas à 50 heures. Au début, tu as travaillé 20-30 heures. Là, ouais, je pense que, exactement. comme quand tu as dit, c'est un peu moins. Et en plus, il y a une bonne partie qui est les vidéos, quand elles sont faites, elles continuent à marcher et donc tu seras rémunéré encore dans je ne sais Ouais, pas combien de temps. exactement. Ouais, Donc, ouais, c'est le ouais. gros avantage donc, de se bouger un peu les fesses. Pour ceux qui disent, ah non, il n'y a rien à faire, les vidéos, tu es comme moi, enfin, même si tu les fais mieux que moi, faut pas être un génie, il faut juste avoir les bons outils. Le blog, quand même, il faut s'y connaître un petit peu. Même si toi, tu conseillerais qu'une personne actuellement de commencer un blog ou tu dirais directement aller vers YouTube? Euh, en tout cas, c'est bien d'avoir un blog, un site internet pour avoir une plateforme indépendante. Alors, tout dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Je sais pas si tu veux vendre tes services, tes prestations. T'as un freelance ou je sais pas, tu proposes des missions. Les gens, ils vont plutôt te contacter sur un site web avec un formulaire de contact. Donc, à mon avis, c'est bien d'avoir un site. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est pas là où tu vas faire l'audience. Enfin, je peux le voir maintenant.
D'autant plus que donc l'audience, elle vient d'où? Elle vient de Google, des réseaux sociaux. C'est beaucoup sur mobile maintenant. Donc Google met de plus en plus en avant les vidéos YouTube et les réseaux sociaux. Le format qui marche le mieux, hein, soit sur Facebook, Instagram, etc., qui est privilégié même sur LinkedIn, c'est la vidéo. Et alors, j'aurais tendance à dire d'aller sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple de se faire découvrir sur YouTube parce que il suffit d'avoir. J'ai regardé un petit peu d'ailleurs tes vidéos. Tes top vidéos, c'est un peu pour tout le monde pareil. Dès que tu as un conseil pratique, un tuto en fait, comment faire, tu vas facilement faire 10 000 vues. Alors pas d'un coup, mais sur la durée, à un moment donné, ça va décoller. Donc en termes de, j'ai envie de dire, de motivation, je pense que c'est plus simple pour voir le truc décoller aujourd'hui d'aller sur YouTube. Le blog, c'était bien à une époque, ça décollait rapidement. Par contre, si tu es, je sais pas, si t'es un freelance, hein, que tu veux avoir des missions, je sais pas, avoir un lien et ne pas être dépendant d'une plateforme, c'est bien quand même d'avoir ton petit site internet, mais il ne faut pas mettre d'ambition, je pense, sur l'audience du site internet. Disons qu'il faut coupler les deux, quoi. Il faut avoir un Mm. site pour pouvoir poser, comme tu as dit. Moi, je le dis souvent, c'est comme ça. Le blog, c'est ta vraie maison. On ne peut pas t'embêter, t'arrêter. Parce que YouTube, si demain on a envie, Même moi, pas dernièrement, j'ai eu une alerte. Voilà. J'ai eu une alerte, donc bah, je me suis calmé. Pourtant, j'ai rien fait Ouais. de mal, mais bon, voilà. Et j'ai encore 6 autres chaînes YouTube. Donc, bon, quand je peux, je me l'utilise. Mais si YouTube demain me dit vas-y, casse-toi, bah, malheureusement, je ne suis plus là. Bon, j'ai mes vidéos, je peux les mettre sur Dailymotion, mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Et donc, même si Spotify, je pense, va se mettre à la vidéo, bon, ça y est pas encore, on est même très loin, je pense. Mais voilà, le blog, c'est la base. Mais c'est vrai que, est-ce que toi, tu prends tes vidéos et tu les retranscris ou tu laisses tout sur YouTube et tu ne remets pas sur ton blog? Ouais, je l'ai fait, mais c'est alors même à un moment donné, j'étais vachement. En fait, ce que je faisais un script avant de faire ma vidéo, et alors ça perdait de son côté naturel parce que je disais mot à mot ce que j'avais sur mon script, quoi. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein. Et alors, en faisant ça, forcément, j'ai le texte et je me dis, bah, j'ai plus qu'à le copier-coller, ça fait un article de blog, quoi. Donc, Tout à fait. je le faisais à ce moment-là, et donc j'ai un peu rechigné d'efforts. Donc, je suis moins, je travaille moins, on va dire. Et donc, il faudrait que je fasse l'effort de transcrire ce que j'ai dit. Même si je continue quand même, hein, quand je fais une vidéo, grosso modo, je pose les bases, les idées directrices. Je vais m'éloigner un peu du texte parce que sinon ça va pas faire naturel, mais quand même je structure bien. J'ai bien deux pages écrites parce que mine de rien, quand tu fais une vidéo en fait, et si tu veux, le secret en fait pour réussir sur YouTube, c'est que les gens restent longtemps. C'est un des critères de l'algorithme, c'est le watch time. Et pour que les gens restent longtemps, faut que tu aies un fil conducteur, hein, une narration, et donc tu es un petit peu obligé de créer une histoire en vidéo avec des rebondissements, quoi. Une intro, quelque chose qui va moins bien, et à la fin, une conclusion inattendue où tu réponds un peu à ce que tu avais posé au départ. Et en faisant ça, tu t'assures que les gens iront jusqu'au bout. Donc, je suis un peu obligé de structurer mes vidéos en y réfléchissant avant, en les écrivant. Par contre, c'est de la flemme, hein, c'est de la flemme. Je fais plus l'effort de les mettre sur mon blog. Mais je devrais le faire, je devrais reprendre mon blog, le mettre en mon blog janvier.info, le mettre en HTTPS, faire tout ce qu'il faut, quitte à tout le refondre à zéro. Aujourd'hui, je suis pas à l'aise pour y retourner parce qu'il est vieillissant. Mais en tout cas, c'est un bon conseil. Toi, je vois que tu transcris tes podcasts. Une partie, parce qu'au début, je retranscrivais bien et j'avais même une assistante à Madagascar. Là, j'en ai repris une, mais elle va faire Ouais, autre chose. Elle va s'occuper des vieux articles pour les remettre à. Parce que moi, à un moment, j'étais pas à ton niveau, mais je suis monté à 25 000 visites. Et ouais. là, j'ai divisé quasiment par 10. C'est une folie, quoi. Je suis à 4 5 000 visites et qui était plutôt pas mal. Mais bon, j'ai été hacké, j'ai fait des bêtises. Et je pense, comme je te dis, Ok. j'ai plein de choses qui sont pas bien. Et même si T'as des j'ai pages encore fait zombies. dernièrement. Voilà, j'ai fait une formation SEO, mais bon, voilà. Et c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de l'écrit. J'aime bien lire. J'ai eu plaisir à bloguer, mais en fin de compte, je préfère le podcast et la vidéo, même si je suis pas dingue de la vidéo. Et tu m'as même dit, parce que tu viens de dire, parce que moi, en plus, je fais du lifestyle. Je fais quasiment jamais de script. Je prends le micro et je me Ouais. lâche. J'y vais. Je réfléchis avant. En général, je connais le sujet. Donc, ça se voit des fois dans des vidéos où on voit que ça part dans tous les sens, mais ça, c'est moi. C'est ma nature. Ok. Des fois, je fais le script, ça arrive, mais ça, quand tu vois le script, ben, souvent, tu parles comme Macron. Tu as l'impression que tu as un prompteur et tu hop, hop, hop. Ouais, Donc, c'est non, un il peu faut pas chiant. faire ça. Ouais. Et j'aime pas trop les pauses. Donc, des fois, ça m'arrive quand, ah merde, j'ai oublié de me dire, donc je fais une pause. Et donc, on voit que j'ai coupé. Donc, bon, je fais une manipulation vidéo pour voir que j'ai fait une pause. Mais bon,
c'est pas terrible. Voilà. Donc après, voilà, comme tu dis, c'est une question financière. On a quand même une activité. Donc quand tu veux, soit tu te fais aider par des gens. Là, la vidéo, j'ai hésité à me faire aider. Mais comme je fais qu'une vidéo Ouais. par semaine, je verrai. Peut-être que j'ai En, un en- numéro. en tout cas, moi, si je devais donner un conseil sur YouTube, hein, moi, ce que j'ai appris, faut peut-être en faire moins des vidéos. Tu vois, je disais une vidéo par semaine. Parfois, je lâche un peu la pression pour mieux la travailler, pour mieux travailler le contenu. Donc, j'en fais une toutes les 2 semaines. Et en fait, si tu fais pas l'effort d'avoir un truc très qualitatif, alors tu vois, il faut être vraiment exigeant hein, sur YouTube plus que sur un blog. Quand je dis il faut être exigeant, c'est au niveau du matériel, c'est sur la prise de son. Ça doit être nickel. Donc Ouais. micro-cravate. Ça va être sur la lumière aussi quand tu te filmes. Ça va être aussi sur la façon dont tu poses ta caméra. Elle doit être stabilisée. Surtout C'est regarder aussi. aussi l'objectif, parce qu'il y en a qui regardent l'écran. Ouais, Ça, je l'ai appris. Il faut exactement. regarder l'objectif. Il y en a qui regardent l'écran. C'est pas Et ouais, terrible. si tu regardes l'écran, bah, tu t'adresses pas à ton audience. Effectivement, il faut regarder l'écran. Et quand on est dehors aussi, parce que comme ça, comme tu le lances, donc on est parti, on aura donné tous les conseils. Moi, j'ai fait l'erreur d'avoir le Ouais. micro-cravate classique. Et quand tu es dehors, je suis à un endroit où il y a du vent, et ben, j'avais pas le micro spécial pour quand tu te parles dehors, quand il y a Ah, du t'avais vent. pas la petite bonnette là qui Ah protège ouais, le vent? voilà. Ouais. Et effectivement, et l'autre élément en fait qui prend le plus de temps quand tu construis une vidéo YouTube, c'est le montage. Moi, je fais, je sais pas, 1 heure pour écrire mon histoire, 1 à 2 heures, ça dépend si c'est hyper travaillé, s'il y a des recherches avant. Je fais, je sais pas, même pas une demi-heure pour tourner ta vidéo finalement, puisque tu as tout préparé. En Mm. général, je fais un quart d'heure pour tourner la vidéo, mais après, tout le secret pourquoi la vidéo elle va marcher, c'est parce qu'elle est bien montée. Parce que tu as des petits plans d'illustration, et là, le montage, je peux passer 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et là, franchement, je compte pas mes heures parce que si à la fin c'est dégueulasse, les gens vont se barrer, ça va pas marcher. Et non, un conseil vraiment, les gens qui veulent se lancer sur YouTube, faut passer du temps sur le montage. Donc faire moins de vidéos, mais hyper bien les travailler. Surtout que tu peux te rattraper, parce que c'est vrai que si tu as fait des erreurs sur la vidéo, surtout comme moi, de la façon dont moi je la fais, ben souvent je me suis rattrapé en coupant des choses, en ajoutant donc des fois des. Parce qu'en plus je parle vite moi, donc, en ajoutant des images pour que les gens comprennent. Les vidéos, je le fais un peu, mais je sais que j'ai vu des youtubeurs français, même anglo-saxons, qui animent avec des vidéos. Donc c'est pendant qu'ils parlent, ils mettent une autre vidéo de ce qu'ils sont en Ouais, train de dire. Comme ça ben, c'est c'est mieux, quoi. bien. Ça apporte du dynamisme. Voilà. Exactement. Il y a plein de choses à faire, mais moi j'avoue que je passe pas autant. Je passe même 1 heure maxi, parce que des fois ça me rend dingue. Parce qu'il faut être technique, hein. Moi, j'utilise Camtasia. Ouais. Il y a plein d'outils, hein. Mais j'aime bien le montage quand j'ai le temps. C'est vrai que le montage, c'est plutôt technique. Pourtant, je ne suis pas un techos, hein, mais j'aime bien couper. Et souvent, j'ai appris des choses, rajouter un mot, rajouter des. Voilà. C'est vrai que tu peux faire vraiment de très belles choses quand tu as les bons outils. Et quand tu as des fois merdé une vidéo, tu peux te rattraper en faisant un bon montage. Exactement, ouais. Est-ce que Mais, tu as mais tu d'autres conseils par rapport à ça? Comme on est sur YouTube, on va rester sur YouTube, ouais, je pense. bah, tu le disais, c'est d'être authentique. Parce que finalement, les gens, si les youtubeurs, ça fonctionne, alors je sais plus ce que c'est quoi là. Aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube, tu regardes les tendances, comment dire, enfin, c'est pas des marques qui parlent, hein, c'est des jeunes, moins jeunes, etc. Mais qui ont une histoire à raconter, qui ont une thématique. Donc, ouais, d'être focus sur une thématique. Je sais pas si tu veux parler d'entrepreneuriat, moi, c'est plutôt high-tech. D'autres vont parler, je sais pas, de beauté, etc. Vont faire des tests de smartphone. Donc, faut être authentique parce que finalement, tu vas apporter un regard que tu ne retrouveras pas sur d'autres médias et c'est ça qui aime bien les gens. Et donc, c'est bien de ce que tu disais de parler de façon naturelle, mais c'est peut-être pas donné à tout le monde. Et alors, ce que je donnerais comme conseil, si tu veux raconter un peu en mode lifestyle ce que tu fais, quand même, de faire un petit plan pour pas que tu perdes le fil conducteur. Et là tu as le truc parfait. Et ne pas oublier aussi que tu as un public en face de toi. Et ce qui va faire que ta vidéo, elle fonctionne, c'est qu'il y a de l'interactivité. Donc, c'est peut-être, alors je sais pas toi, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on tourne une vidéo, de s'imaginer qu'il y a une communauté, une audience en face de soi. C'est exactement ça, hein, YouTube. Hein, c'est une communauté très active. Les gens attendent ta vidéo à chaque fois que tu la publies. Et donc, il faut créer des interactions avec eux. Il faut leur poser des questions. Poser une question à la fin de la vidéo. Et puis également les embarquer dans ta vidéo en disant j'ai vu ce que vous aviez dit la semaine dernière, etc. Donc, il y a une relation quand même à créer avec sa communauté en plus d'être authentique. Ouais, donc tu confirmes que c'est un boulot. Il faut Ouais, savoir le faire. Est-ce que donc toi, tu es aussi fort dans la partie SEO? Comment tu fais pour. Parce que bon, il y a tout ce que tu viens de dire, la qualité et le contenu. ouais. Est-ce que donc il y a un travail derrière aussi de SEO avec les mots-clés et un ensemble de choses pour pousser un peu ta vidéo?
Alors, ouais, alors on va dire, c'est pas les métadonnées qui sont les plus importants, donc titre, description, etc. Alors, il y a même des tags, ça sert strictement à rien, ça. Les tags, moi, je dis souvent dans les vidéos YouTube, c'est comme les balises meta-keywords pour ceux qu'on connu. C'est tu mettais, enfin, c'est des balises méta en fait dans les pages HTML. Tu mets les mots-clés et c'était les premiers moteurs de recherche qui étaient capables d'analyser ça pour ressortir ton document, mais c'est des moteurs de recherche qui étaient très mauvais. Et tous les moteurs de recherche modernes, Google, ont abandonné ça depuis 10 ans, quoi. Parce que c'est tellement simple en fait de spammer un moteur en mettant des mots-clés populaires qui n'ont rien à voir avec le document. Donc, bon. Donc les tags, ça sert à rien. Ce qu'il faut en fait, c'est plutôt réfléchir comment tu vas garder longtemps la personne tout le long de ta vidéo. Donc, on va parler plutôt du storytelling, voilà, d'avoir une histoire à raconter, d'où l'importance de l'écrire et de publier la vidéo au bon moment. Je prends un exemple. Ça, c'est vraiment crucial. Tu as vu, il y a un phénomène là, un jeune entrepreneur, un JP Fanguin, Jean-Pierre Fanguin, je ne sais pas si tu as vu le truc avec sa belle voiture. Il dit aux gens, je vais vous apprendre comment devenir riche. Et puis, il a un ton assez provoquant. Finalement, on se pose la question, est-ce que c'est fake ou pas? Tu as vu ce truc-là ou pas, Thierry, toi? Non, j'ai vu une vidéo dessus, mais je l'ai pas regardé. Ouais. Ouais. Bon, alors, ce mec, il a fait un buzz énorme. En Je fait, crois même que aussi sur LinkedIn, il y a, comment il s'appelle? J'ai un conférencier vendeur qui s'est moqué de lui. ouais, exactement. Euh, Ouais. et certains, bah, il y a eu des commentaires en disant bah, peut-être qu'il est vraiment riche. Et d'autres ont dit je sais pas. Le problème, c'est voilà, on sait jamais. C'est ce que moi, je suis pas du genre à charrier les jeunes parce que j'ai interviewé il y a un mois Olivier Seban Ouais. qui bah, lui un peu plus âgé, a fait son argent, enfin respect. Mais je sais très bien qu'il y a des jeunes qui sont très malins et qui en 2 3 ans peuvent gagner beaucoup. Après, chacun sa façon de faire. Ouais. Moi, je juge pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mythos sur Instagram et sur YouTube aussi, malheureusement. Mais je juge pas, je sais pas, je connais pas la personne, donc je peux rien dire. Donc Donc, après, je donc connais même pas cette histoire, donc je te laisse parler. ouais, ouais. Donc, bon, voilà, cette histoire, elle a buzzé. Et, en fait, à chaque fois qu'il y a un buzz, et donc, comme tu disais, la personne, j'ai oublié son nom également, avait relayé ça sur LinkedIn, mais ça n'avait pas autant détonné il y a un mois. Donc, ça faisait un mois qu'il faisait ses petites vidéos, et puis il s'est fait remarquer sur Twitter, sa vidéo avec sa belle bagnole, etc., avec sa phrase clé, c'est la question est vite répondue. Donc, il le dit dans toutes ses vidéos, si tu veux. Il fait exprès d'être contre, entre guillemets. Et ça lui donne un côté un peu sympa, quoi. Le gars, voilà, une belle mise en scène. Et il a été relayé par notamment, je crois, Cyprien, etc. Plein d'autres se sont un peu moqués de lui gentiment. Et forcément, tout le monde se dit, mais qui c'est ce gars-là? Est-ce qu'il est vraiment riche, etc. Donc là, en fait, tu as un terreau fertile. Il y a une espèce de truc qui se passe. Les gens se posent des questions. Il y a de la demande, il y a de la recherche. Et donc, moi, j'ai publié une vidéo plutôt sur le thème général, les fake entrepreneurs. Donc, je n'ai pas titré JP Fanguin dans mon titre, mais je l'ai mis quand même en avant sur la miniature. Donc, les miniatures, c'est important parce que c'est ce qui est mis en avant après dans les recommandations YouTube. C'est ce qui va te faire cliquer sur une vidéo. Et donc, en faisant ça, donc on voit bien la tête du gars. Les gens ont cliqué quand j'ai poussé la notif. Donc, là, je suis à 2000 vues. Quand je publie une vidéo, en général, quand c'est pas un sujet hyper populaire, l'audience de ma vidéo, elle va plutôt se faire sur la durée. Donc là, elle fait 1000 vues par jour en ce moment, donc ce qui est plutôt pas mal. Quand je publie une vidéo, elle va plutôt faire 500 vues dans la semaine et puis elle fera plutôt son audience beaucoup plus tard. Donc il y a vraiment un intérêt à aller adresser des sujets qui parlent aux gens sur le moment et toi, tu vas raconter ton histoire. Alors moi, mon histoire par rapport à ça, c'est de dire plutôt attention à ceux qui font croire qu'ils ont des belles bagnoles, qu'ils ont loué. Est-ce que vous êtes posé la question que finalement, il n'y a pas une espèce de manipulation? Donc, j'ai essayé, à travers cette vidéo, de mettre en garde les gens et puis de dire au final, la question qu'on peut se poser, c'est ce gars-là, il est vrai ou il est faux? Et au final, peu importe, il a fait son petit coup de célébrité. Moi, j'ai l'impression que peut-être il voulait dénoncer. Donc, tu vois, j'ai raconté un peu une histoire autour de ça, en même temps en véhiculant un message, en apprenant des trucs aux gens, en disant méfiez-vous. J'ai parlé du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini où il reprenait un peu des codes, les codes de l'autorité, les codes de la preuve sociale, en montrant qu'il avait plein de partages. Voilà. Alors j'ai oublié le troisième point que j'évoquais dans la vidéo, mais tu vois, on arrive à apprendre un truc et simplement, la chose, c'est d'essayer de surfer sur quelque chose que les gens qui s'intéressent, parce que il y a aussi un truc important sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est l'attention des gens.
Et quand les gens, tu leur parles d'un truc sur lequel ils ne s'intéressent pas, bah, ils te zappent complètement. Donc ça, c'est un exemple. C'est un autre exemple, c'est pendant le confinement, tout le monde voulait regarder des vidéos, je sais pas, Disney+, etc. Donc j'ai fait des tutos sur le sujet. J'ai fait même un tuto pour apprendre à se couper les cheveux tout seul. Alors peut-être on s'écarte un peu de ma Ouais, thématique mais ça, moi, principale. je comprends ce que tu fais parce que c'est, voilà, tu vagues sur la tendance, on va dire. Ouais, c'est Alors, ça, exactement. ça fait un peu ce que tu faisais aussi avec Google Trends, hein, tu regardes ce qui marche. Mais est-ce que ça, c'est pas gênant par rapport à la longue trend? C'est-à-dire que de faire une vidéo qui va durer sur le long terme. Si tu fais une vidéo qui est, comment dirais-je, comment on appelle le terme déjà? Qui est evergreen. C'est-à-dire que dans Ouais, 10 ans, tu fais un tuto sur un truc qui va toujours marcher. Et là, quand ouais, tu fais ben, un truc comme ça va pas durer dans le temps, ça. non, mais effectivement, il faut trouver la bonne équation. Donc, le tuto, comment se couper les cheveux avec sa tondeuse, Ça, c'est bon. ça continue à marcher. Ouais. Ça marchait beaucoup plus fort, effectivement, quand les coiffeurs étaient fermés. Donc, c'est marrant. Mais en même temps, moi, je m'amuse à faire ça, hein, je me dis, tiens, on va tester ça aujourd'hui. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et bien souvent, ouais, c'est des trucs qui deviennent, au fil du temps, evergreen. Mais toi, c'est Donc, l'avantage de ne pas avoir d'infoproduit à vendre derrière. Tu le fais juste naturellement. Voilà. Tu es là pour ouais, amuser ton audience. Tu n'es pas là pour dire, ah non, j'ai un produit à vendre. Voilà. exactement, ouais. Parce qu'il y a J'ai beaucoup rien de à vendre YouTube. derrière. Dans ma niche, il y a beaucoup de YouTubeurs entrepreneurs qui sont plutôt infopreneurs et qui, quand ils font une vidéo, on sait très bien qu'il y a un truc derrière. Même si des fois, ils sont de très bonne qualité, hein, mais il y a toujours un truc derrière. Alors, tu as un mec qui est très, très bon, un infopreneur, Stan Leloup, que tu as Oui, interviewé, je crois, tout hein. à fait. Ouais, ouais. Et lui, franchement, s'il y a quelqu'un à suivre pour les infopreneurs, comme je sais que c'est ton audience par rapport à la façon dont il fait des vidéos, lui, à chaque fois, il raconte des histoires, hein. Et tu vois, il va surfer aussi un peu sur les tendances. À un moment donné, il avait fait des vidéos, le clash entre Squeezie et Thibaut InShape, qui avait très bien marché. Et donc, il arrive quand même à placer son propos, parce que lui, il fait de l'analyse psychologique, un peu des ressorts du marketing, de la communication. Et donc, je pense que c'est une bonne inspiration. Donc, il raconte une histoire très intéressante sur un sujet tendance qui parle à beaucoup de gens. Il avait même fait une vidéo sur le coronavirus où il l'a abordé sur le fait pourquoi tout le monde a flippé. Et donc, évidemment, il avait raison de le faire. Coronavirus, c'était une grosse tendance. Alors, bon, lui, il monétise pas, Stan, ses vidéos avec la pub AdSense. Donc, lui, derrière, c'est à la fin de sa vidéo, il va pousser sa formation. Donc, tu t'inscris à sa liste email, etc. Après, tu vas payer sa formation plus tard. Donc il s'en fout parce que coronavirus en fait était démonétisé. Si tu mettais ça dans le titre, Ouais, c'est ce que j'ai euh, vu. Ouais. Moi aussi, j'ai eu l'alerte par rapport à ça. Et dans tous les cas, en plus, lui, il est plutôt dans l'esprit de ce que je te disais, un peu à l'opposé de toi. C'est qu'il sait voilà. très bien que les AdSense, les Amazon, c'est pas terrible et que le but quand tu es en ligne, c'est d'avoir son infoproduit. Ou sinon d'avoir des produits récurrents en affiliation. Donc, il est plutôt à l'opposé. En plus, il fait un truc, parce que moi, je fais une vidéo qui sort lundi sur ça. Parce que YouTube, tout ce qu'on vient de parler, enfin, ce qu'on appelle les side hustles, souvent, il n'y a pas ce qu'on appelle de barrière à l'entrée. Donc là, je fais un teasing par rapport à ma Ouais, vidéo de lundi. Et donc, pour qu'il y ait une barrière à l'entrée, il faut toi-même créer une barrière à l'entrée. Et donc, plus ce qu'il fait, il fait un truc que personne n'a envie de faire, à part peut-être Olivier Roland et certains autres, faire des vidéos d'1 heure. Et ça, il faut le faire. Surtout que lui, c'est pas même si bizarrement, il a un podcast, il a une vidéo, quand tu sais, est-ce que moi, je suis un ancien bègue, on va dire, je suis encore bègue même, on va dire, des fois, ouais, ça m'arrive de trébucher. Il fait un effort énorme. Il fait une grosse vidéo, donc il fait vraiment, par rapport à ce que tu dis, il fait vraiment, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Ce qu'il fait, ouais. c'est énorme. Il prend du temps, il me l'a dit en plus, il prend du temps pour le faire. Mais voilà, il fait un gros investissement pour derrière avoir un gros. Et que en général, les youtubeurs classiques font une vidéo de 5, Et tu as 10 vu, minutes, lui, et ça n'a rien à voir. il publie ses grosses vidéos, je sais pas, tous les 2 mois. Il n'a pas un En rythme plus, et comme aussi. son podcast, je lui dis la même chose sur le podcast, je dis, mais pourquoi tu ne peux pas tous les. Il s'en fout, voilà, il sait qu'il fait un truc balèze de gros contenu. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, il veut faire 1 million. Voilà, aussi simple que ça. Il fait, il dit ça va être Exactement, du ouais. contenu, c'est de l'art, je le publie. Et c'est comme ça qu'on se différencie des gens. Soit tu le fais Ouais. comme tout le monde, tu fais à l'opposé. Ben, dans ma vidéo, je parle d'Olivier Roland qui fait une vidéo tous les jours. C'est aussi un effort, hein, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Soit à l'opposé, tu fais une grosse vidéo et personne ne peut te copier. C'est tellement costaud que voilà, t'es hors de liste. T'es pas un youtubeur, t'es à part. Mais voilà, mais faut être excellent et tout le monde n'est pas Stan Leloup. Donc peut-être Voilà. le juste milieu, c'est quand même de garder un rendez-vous, une régularité, parce que sinon les gens vont pas avoir de raison de s'abonner. Donc c'est bien. Et puis moi, toi-même, quand la chose devient une routine, hein, il y a les forces des habitudes, ça te prend beaucoup moins de temps. Et grosso modo, de ne pas le faire pour l'argent, parce que finalement, si on fait tous des vidéos, tu vois, ça prend du temps. Et derrière, avant d'avoir des revenus AdSense conséquents, on le fait avant tout par passion. Donc, moi c'est plus dans le prolongement de ce que je faisais au début dans le blogging.
c'est plus pour voilà, quelque part de partager une passion et puis d'avoir un échange avec des gens, quoi. C'est plus, c'est quand même côté assez plaisant, quoi. Au lieu de regarder Netflix comme un malade, bah, tu vas créer ta petite vidéo, quoi. Tu vois, tu vas faire Ouais, ta vidéo. tu participes à quelque chose, quoi. Tu crées une communauté. Voilà. Dernière question avant qu'on finisse. Est-ce que donc dans tout ce temps-là, donc par rapport au blog et à YouTube, t'as créé une liste email? Est-ce que tu as une communauté et une liste email? Non, encore une fois, tu vois, je suis peut-être old school, je suis opposé à ça. Bah, tu Euh, confirmes que t'es pas un marketeur, quoi, en fait, quand tu te fais ah plaisir. non, mais Mais marketeur, mais pas comme ça, tu vois. ouais, tu es un marketeur parce que tu as les compétences, mais en fin de compte, t'es pas un. Enfin, ouais, alors je pense que tu Je vas veux mal pas le prendre. sursolliciter les gens. Moi, je veux faire une vidéo qui va être bien vue, mais pas les sursolliciter. Et c'est plus l'effet de masse, l'effet de volume. Alors tu dis, c'est pas suffisamment d'argent, mais malgré tout, tu vois, ça me fait connaître et ça me permet je sais pas, de vendre des livres, etc. Enfin, Ouais, mais quand je communique, on m'entend, quoi. avec tout le temps que tu es sur Internet, tu aurais pu créer une liste comme tous ceux qui sont là depuis ton époque, depuis 2006, tu aurais une liste de 200 000, 300 000 personnes. Dès que tu publies une vidéo, tu leur as envoyé un mail. Hein. C'est pas comme si tu t'embêtais les gens. Et donc, automatiquement, tu aurais plus de vues. Mais bon, déjà, tu es pas mal. Tu as 41 000 abonnés quasiment, 500 vidéos quasiment. Donc, tu n'es pas à plaindre. Mais on se dit, la personne qui écoute et qui sait les conseils que je donne ou d'autres comptes, on se dit, mais Ouais, il est fou. Et il n'aime pas l'argent. Mais bon, on a bien compris dès le départ, heureusement que tu l'as planté. Tu n'es pas là pour le buzz, tu es là pour t'amuser, tu es là pour exactement. faire un truc supplémentaire. Et ça revient quand même au size de seul. Mais comme quoi, toi, j'espère que tu vas pas mal le prendre, comme disent les Américains, tu laisses de l'argent sur la table. Tu as plein de trucs, mais tu le laisses. Bon, bah, c'est pas grave, on va le prendre alors. Tu veux pas le prendre, on va le prendre. Mais c'est vraiment spécial. Et j'avais une Ouais, autre mais j'en question par ai. rapport à ça, Ouais. parce que c'est vrai que bon, on a parlé de la liste, donc la liste, on oublie. Est-ce que tu essaies, parce que j'ai pas bien regardé, j'ai regardé un peu ton Instagram, est-ce que tu essaies de développer les autres réseaux sociaux, Pinterest et tout le reste? Ou tu es plutôt YouTube, blogging et après le reste, tu t'en fous un peu, quoi? Instagram plus, ouais, parce que c'est assez amusant. Mais j'ai pas percé sur Instagram, je dois avoir 500 abonnés, même pas 400 abonnés. Mhm. Twitter, j'aime bien Twitter, je consulte beaucoup et puis ça me permet de faire des tweets d'humeur, de dire ce que je pense. Voilà, et Facebook, j'ai totalement délaissé. LinkedIn, j'y vais de temps en temps, mais quand je vois ce qui se passe sur LinkedIn, je sais pas si je sais pas si tu es au courant de ça, les pods là où il y a des mecs qui se retrouvent avec des publications creuses et qui ont 200 likes, des commentaires, merci, merci, merci. Je sais pas, je pense que ça part un peu en vrille LinkedIn, mais donc mon réseau social en fait c'est YouTube. Je suis vachement à l'aise dessus. En même temps, enfin, à la base, c'est même pas un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche, mais bon, Ouais. actuellement, pour moi, ça reste le numéro un, largement devant Facebook, même s'il y en a qui aiment Facebook. Moi, je suis pas Facebook comme toi. Donc, ouais, quand on peut le faire et quand on sait le faire, il n'y a pas mieux que YouTube parce que bah, ça reste le deuxième moteur de recherche, si c'est pas le premier, selon ce que tu recherches. Donc, voilà. Mais Instagram m'intéresse, enfin tous les réseaux sociaux un peu dédiés à la photo, à l'image, à la vidéo. Mais je suis pas bon. Et puis je vois TikTok émerger, je me dis un jour, il faudrait quand même que j'essaye. Mais bon, c'est comme Snapchat à une époque, j'avais essayé, et puis je me dis toujours, je suis pas peut-être un peu trop vieux pour ces conneries, tu vois, mais J'ai jamais essayé, moi. C'est aussi simple que ça. T'as pas essayé le podcast? non. Alors, il y a mon flux YouTube qui est automatiquement transformé en audio avec un D'accord. service qui s'appelle PodMyTube. C'est un ancien collègue de chez Orange qui a monté ça. Mais je fais pas bien les choses parce qu'il y a certaines vidéos qui sont trop. Je monte des choses, il faudrait que je les filtre et je les publie pas en podcast. Parfois, ça a du sens. Non, ça serait trop d'efforts. Ou alors faire comme toi, tu vois, tu fais un podcast, tu le diffuses sur YouTube. J'ai choisi mon combat. Moi, c'est la vidéo qui parfois est disponible, qui est disponible en audio. Parfois, ça doit pas avoir un super rendu parce que c'est très visuel ce que je raconte, mais voilà, on peut me suivre également sur iTunes. Mais finalement, c'est mes vidéos YouTube qui sont transformées en audio, quoi. Ouais, je vois. Donc, en général, j'ai 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs avant de finir. Mais comme toi, t'es entrepreneur, mais bon, Je suis entre deux, moi. tu veux pas l'être. Donc, Je suis micro-entrepreneur. je te pose quand même la question, quel est le Ouais. business dont tu rêves à part celui-là? Parce qu'il y a un autre truc que tu aimerais faire, à part Euh, Orange et à part le side hustle. ouais, le secteur de l'édition me plaît bien. Si un jour je devais monter, je sais pas, une start-up, ce serait plutôt là-dessus. Et toujours pas dans l'esprit de s'enrichir, mais de rendre la lecture numérique plus accessible. Peut-être imaginer un format, parce qu'aujourd'hui, putain, moi je suis un lecteur, je lis des livres audio, je lis des livres numériques. Même je peux regarder des petits tutos vidéo et essayer d'avoir tu vois, un espèce de format comme ça qui t'accompagne et plus dans un mode apprentissage où tu aurais tout.
tu aurais, je sais pas, la petite vidéo, le petit quiz, le petit audio. Tu peux basculer de l'un à l'autre en fonction de. Si je vais courir, je bascule en mode audio. Si je suis à la maison, je sais que la lecture, ça va être plus rapide. Donc peut-être inventer un truc comme ça, hybride. Voilà. Et donc j'ai ça dans la tête et je regarde un peu parce que c'est très compliqué en fait de développer des applications. Soit sur iOS ou Android, il faut maîtriser les langages natifs. Et j'ai vu, il y avait un truc qui s'appelle React, je crois que c'est React Native ou un truc comme ça. Ouais. Je commençais un petit peu à m'auto-former là-dessus et juste pour m'amuser encore une fois et à voir si un jour j'arrive à sortir un truc comme ça, plutôt en mode appli, ouais, pour rendre voilà, on va dire le savoir un peu plus fun et accessible. Mais Donc, j'espère que tu vas sortir parce que comme on a entendu pendant l'épisode, ça va être gratuit, donc on est très content, il faut que tu le développes. On sait que tu vas pas monétiser, non, il y donc aura un voilà. business model, bien sûr, mais 1 euro, voilà, c'est bon, pas non, plus. pas 1 euro, mais bon, un prix raisonnable qui Un donne prix envie. raisonnable. Deuxième question, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Meilleure expérience, oh là, micro-entrepreneur. Alors, quand je me suis lancé et que ça a décollé quoi, d'un coup sur le blogging, c'était une espèce de magie. Et alors, je peux te dire, enfin, quand tu es jeune comme ça, franchement, je sais pas si je renouverais ce succès. Je faisais des mois, certaines fois, à 6 000 euros en période de fête. L'argent qui coulait à flot, donc bon, je l'ai pas, donc j'ai bien passé. Hein. J'ai acheté un appart et peut-être, ouais, c'est peut-être ça que je retiens, c'est finalement de ne pas avoir claqué le pognon, d'avoir placé et qui me permet aujourd'hui encore, quand on a déménagé dans le sud, on a vendu l'appart et on a pu acheter aussi un appart dans le sud et donc voilà, d'avoir un confort au niveau de la famille. Donc moi, je suis pas un entrepreneur, tu l'auras compris, qui prend des risques. Et donc, forcément, les revenus sont pas conséquents, mais ça Il permet quand pourrait même. l'être, mais c'est que tu n'as pas envie. Dès le départ, il faut plutôt, après, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est plutôt ton mindset. Tu n'as pas le mindset, tu n'as pas envie de prendre des risques, comme tu as dit, et puis tu n'as Ouais, pas envie de. Tu as l'impression, moi, là, je fais le psy, excuse-moi, euh, que si tu vends trop cher, tu vas voler les gens. Donc, c'est juste un mindset. exactement. Voilà. Exactement. Mais bon, toi, tu sais, moi, je sais, les gens savent que tu donnes de la valeur. Donc, si demain, tu vends un truc, c'est qu'il y a une raison. Et si les gens achètent, ils ne sont pas forcés, tu ne leur as pas mis un couteau sous la gorge. Mais bon, parenthèse, ça fait trop psy, là. J'arrête, je m'arrête. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? C'est d'essayer de ne pas se poser de questions. Je sais pas, on parle d'un site internet. Hein. Moi, quand j'ai démarré, je me suis pas posé la question de la paperasse, etc. Donc, en fait, de tenter un truc et de voir si ça marche, si l'attraction, c'est ça qu'on dit, je crois. On peut pas être bon partout. Et si tu arrives à identifier, je sais pas, quelque chose un peu vertueux, moi vraiment, c'est ce qui s'est passé avec le blogging. C'est ce qui s'est passé après avec l'auto-édition, avec YouTube. Donc, toujours démarrer petit et tenir sur la longueur. Et bon, tu persévères et voilà, essayer d'avoir l'attraction. Donc, démarrer sans rien, sans avoir de structure au départ et d'essayer de trouver un modèle économique. Quoi. Voilà. Donc tu confirmes que tu es bien entrepreneur, mais c'est que tu n'as pas envie de te prendre la tête. C'est plus ça. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Un livre que j'ai bien aimé, The Long Tail. Ouais, Alors, je sais j'ai plus, bien. c'est un peu l'essence. C'est Chris Anderson. J'aime bien en général ce qu'il fait. Il a théorisé pas mal de choses qui sont passées sur Internet. Donc c'est Je l'idée l'ai que écouté en audio il y a longtemps, ouais. ouais, moi, je crois on a parlé de ça un peu dans le podcast. C'est l'idée que grâce à Internet, les ressources sont illimitées et en fait, si une boîte comme Amazon elle a pu succéder, je raconte, connaître le succès en fait, c'est que elle était en capacité de vendre un peu tout et n'importe quoi et finalement c'est la somme des petits besoins des gens qui vont faire les grands fleuves quoi, qui vont générer de la demande et donc ça c'est vraiment un truc très important à se dire que sur le web si on arrive à, je sais pas, fédérer plein de petites choses, on voit plein de succès comme ça. Hein. Le Bon Coin sur les petites annonces qui a démarré de rien. Donc, je trouve ce livre bien pour ça. Ça permet de bien comprendre le mécanisme qui est en place et qui est très lié en fait au modèle économique et l'effet de réseau qu'il y a sur Internet. Quoi. Ok. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, que je n'ai pas, développeur d'application, allez. Ah ouais, Ah mais tu ouais, non.
Ah Ouais. ouais, t'es développeur PHP, mais ouais, application, c'est Non, différent. mais alors, moi, j'ai des compétences limitées. Je sais faire une petite page web, etc. J'aimerais passer du temps et me dire, putain, je serais autonome là-dessus. J'aime bien créer des choses de moi-même, tu vois, des vidéos, des livres, etc. C'est pas trop compliqué. Mais créer une appli, bonjour. Donc, non, franchement, ouais. Apprendre, maîtriser, je sais pas. Alors, les langages sont assez compliqués sur Android. C'est Java ou Kotlin. C'est sur iOS, je sais même plus, je crois que c'est Swift. Enfin bon, donc en maîtriser un, et tu imagines le nombre d'heures et réussir à sortir un truc quand tu vois alors le succès de certaines apps. Tu vois, tu as une bonne idée, tu arrives à le matérialiser. Je pense à des trucs tout cons, la Yuka, l'appli qui permet de scanner tes aliments, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, avoir ce savoir-faire. Bon, après, ça demande plus de compétences que ça réellement, parce que si l'appli elle marche, va falloir, je sais pas, investir dans des serveurs, etc. Donc, va falloir faire le marketing, etc. Mais tu te dis qu'avec une idée et cette compétence, une bonne idée et cette compétence de développement, donc moi, au début du web, c'était plutôt créer mon site internet. Ça, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même balèze de créer une app. Donc, ça me plairait bien d'avoir ce truc-là, ouais. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont écouté qui vont te contacter, j'espère. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans le show notes. Donc, un développeur d'app pour travailler avec toi et un autre donc pour développer un truc qui est super intéressant, que tu vas nous vendre à 1 euro, qui fait le mix entre toutes les plateformes pour passer de l'un à l'autre. Ouais, c'est très moderne. Ah ben, Jean-Baptiste, je te remercie. Merci Thierry, très Je te dis sympa. à bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Donc, merci à tous donc, d'avoir tenu jusqu'au bout. Donc, on a eu vraiment un bel échange avec Jean-Baptiste, que je remercie. Donc, il a vraiment un parcours très intéressant. Ici, on parle beaucoup de business, d'argent et d'entrepreneuriat. C'est un entrepreneur, comme tu l'as vu, hein. C'est juste il est passionné par son boulot. Donc, il n'a pas de raison de partir. Moi, je suis pas du genre à... Enfin, j'ai changé en tout cas. Je suis pas du genre à dire aux gens, voilà, quittez votre boulot. Si vous aimez ce que vous faites et la structure, faites-le. À côté, donc ça n'empêche pas de faire des activités et de gagner de quoi s'acheter un appartement qu'il l'a fait ou de voyager. Ça prend un peu de temps, mais si on est malin, on peut faire prendre moins de temps, 5 ou 10 heures. Donc voilà. Donc si tu as aimé l'émission, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un grand pouce même je dirais, à partager, à commenter et donc à suivre et à en parler autour de toi. Donc vraiment le but c'est de continuer à grossir et donc de proposer plusieurs interviews pour t'aider à réussir donc tes différents projets. Si tu as aussi donc des émissions que tu veux que je traite, dernièrement on m'a parlé donc du SMMA. Donc si tu veux que je traite ça ou d'autres sujets, dis-moi, j'irai prendre les invités pour pouvoir parler donc et t'aider à percer dans ce métier-là. Donc je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.